Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle émission de Service Gagnant, l'émission qui traite de l'actualité de tous les sports de raquettes. À mes côtés, comme d'habitude, l'inégalable de Dorian Véron. Et aujourd'hui avec nous, le plus grand fan de Fernando Belasteguin, Louison Ribier. Également avec nous autour de la table, un petit nouveau, Mathieu Marinck. Et enfin à la régie, Baptiste. Pour commencer cette émission, le traditionnel tour de l'actualité de cette dernière semaine. On commence avec une information de dernière minute, Dorian. Après Yannick Sinner, c'est au tour d'Iga Swiatek d'être contrôlé positif au dopage. C'est l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis qui l'a annoncé cet après-midi. La numéro 2 mondiale a accepté sa suspension d'un mois suite à la prise d'un médicament qui contient la substance interdite dite triméthazidine. Elle a été suspendue provisoirement du 22 septembre au 4 octobre. Il ne lui reste plus que 8 jours à purger avant de pouvoir rejouer sur le terrain. En tennis de table, nos pongistes français entrent une nouvelle fois dans l'histoire. Et oui, Dorian, les frères Lebrun, sacrés champions et numéro 1 mondiaux. Alexis et Félix Lebrun ont brillé lors des finales du circuit WTT à Fukuoka au Japon. En double, ils ont dominé les Japonais Togami et Shinozuka dans un match serré 3-2. Avec cette victoire, les deux frères français accèdent à la première place mondiale en double, une performance historique pour le tennis de table français. Et on revient sur la balle jaune avec une actualité qui agite le monde du tennis français. Et oui, même si le calendrier ATP est terminé, les joueurs restent sur le terrain pour défendre les couleurs de leur club. Les deux finalistes de Pro A sont connus. La finale opposera Villa Primrose à Quimperlé Tennis Club. Les deux équipes leaders respectives des poules A et B ont dominé la phase de groupe pour décrocher leur place en finale. Un duel au sommet s'annonce entre ces deux formations prêtes à en découdre pour le titre national. Et en paddle, un nouveau tournoi international va voir le jour en 2025 et il est en France, Dorian. Plus précisément dans le Calvados, à Mondeville, dans l'agglomération de Caen, les meilleurs joueurs français et européens s'affrontent du 7 au 12 janvier 2025. C'est un tournoi FIP bronze, l'équivalent d'un ATP 250 au tennis. L'événement se déroule exceptionnellement sur deux sites, l'un pour les tours préliminaires, l'autre pour les phases finales. Et comme le tournoi se veut paritaire, il y aura le même nombre de femmes et d'hommes, 32 paires de chaque genre, répartis dans un tableau masculin et féminin. A noter que ce sera le premier tournoi international de l'année 2025. À l'échelle internationale maintenant, direction l'Italie pour un exploit collectif inédit. Et oui, l'Italie conserve la Coupe Davis portée par un Yannick Sinner impérial. Pour la deuxième année consécutive, l'Italie a remporté la Coupe Davis, confirmant sa domination sur le tennis mondial. Emmenée par un Yannick Sinner exceptionnel, actuel numéro 1 mondial, l'équipe italienne a une nouvelle fois brillé sur la scène internationale. Ce doublé historique conclut une année 2024 exceptionnelle pour le tennis italien. Pour changer Manon, parlons un peu de squash avec les internationaux de France. Valenciennes et Annecy continuent leur course en tête. Les deux favoris sont sur un parcours sans faute et sont quasiment qualifiés pour les playoffs. Lors des 3 triangulaires du week-end dernier, c'est un mini-tournoi de 3 équipes. Annecy s'est imposé 2 fois 4-0 face à Brest et La Rochelle. L'autre équipe favorite, Valenciennes, sort également vainqueur. 3-1 face au squash du rêve et 4-0 face à Marseille. Les deux finalistes de l'an dernier sont donc en tête avec 12 points sur 12 possibles. Voilà, c'est la fin de ce tour de l'actualité des sports de raquettes. Une page de l'histoire du paddle s'est tournée hier. La légende Fernando Belasteguin s'est incliné dès le premier tour du Major d'Acapulco. Louison Ribier. Effectivement, Dorian, le roi est tombé. Dès son entrée en lice, accompagné de Valentino Libac, Fernando Belasteguin a chuté au Mexique, signant ainsi son dernier match en Major. Une défaite douloureuse, une nouvelle fois en 3-7, qui devrait définitivement priver le roi Bela de Master Final. Ce Major d'Acapulco marque donc la fin d'une ère, bien que l'année soit loin d'être idyllique pour l'ancien numéro 1 mondial. Une seule demi-finale à Bordeaux en juin dernier et un grand nombre de défaites au premier tour. Beaucoup diraient qu'il s'agissait sans doute de l'année de trop pour celui qui a dominé le paddle mondial pendant 16 années. Après plus de 228 titres et plus de 15 ans en tant que numéro 1 mondial, Fernando Belasteguin laisse derrière lui un héritage impressionnant, une inspiration pour les générations futures de joueurs de paddle. Merci Bella pour toutes ces années de passion et de talent sur les cours. Désormais place au Milano P1 le 2 décembre prochain qui clôturera définitivement la carrière de cet immense joueur. Merci Louison pour ta chronique sur ton joueur préféré, on l'a compris, tu le remercies à la fin. C'est ton joueur préféré, bien sûr. C'est le seul que tu connais. Très grand fan de Fernando Belasteguin. C'est le seul que tu connais, non? Non, je connais plein. T'en connais plein? Ouais, Coelho, Tapia, Libac. Ah, tu connais les principaux. Et du coup, je voulais revenir un peu sur ça. Ça a fait un peu comme Nadal. On vient de perdre Nadal très récemment au tennis. Et Belasteguin, c'est quand même le roi du paddle. Je dis pas que Nadal c'est le roi du paddle, mais c'est quelqu'un qui a fortement marqué le tennis. Ça fait bizarre quand même. Deux immenses joueurs comme ça. C'est sûr qu'imaginer le paddle sans Belasteguin, c'est tout autant compliqué qu'imaginer le tennis sans Rafael Nadal. On a grandi avec les deux, donc franchement voir les deux prendre leur retraite, c'est vrai que c'est très dur. Surtout que pour les Espagnols, le paddle est bien plus démocratisé qu'en France. Ouais, c'est sûr. Et donc Belasteguin est une véritable star. Ouais, c'est un Argentin. Mais c'est la même chose. Espagne, Argentine, c'est un peu la même chose. Ça, parce qu'en fait, il a créé une académie en Espagne aussi. C'est pour ça que je suis confondu. Mais oui, il a l'initiative de beaucoup pour l'essor de ce sport, donc on peut que le remercier. Il a un grand joueur qui se parle. Bon, on va passer à la chronique de Mathieu.
Coup de théâtre dans le monde du tennis, Novak Djokovic fait un choix surprenant pour sa saison 2025. Le Serbe s'associe à Andy Murray qui devient désormais son entraîneur. Ensemble, ils viseront un 25e titre en Grand Chelem pour le Serbe. Les détails avec Mathieu Marinck. C'est une association que personne n'avait vu venir. Novak Djokovic, en quête d'un renouveau à 37 ans, s'associe à Andy Murray. Autrefois rivaux, ils sont désormais aujourd'hui partenaires. L'Écossais fraîchement retraité après les Jeux Olympiques de Paris accepte ce nouveau rôle d'entraîneur, une première dans sa carrière. Connu pour son sens tactique et sa capacité d'analyse, il sera chargé d'apporter une nouvelle vision au jeu de Djokovic, une mission délicate mais prometteuse. Mais pourquoi un tel choix et pourquoi maintenant, Mathieu ? Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, Djokovic a donné les raisons de ce partenariat. Pour lui, Murray est bien plus qu'un ancien rival, il le connaît par cœur, sur et surtout en dehors des cours. Leur respect mutuel forgé par des années d'affrontement est devenu une véritable force. Murray, désormais libéré des blessures qui ont marqué sa fin de carrière, peut se consacrer pleinement à cette mission inédite. Et pourquoi maintenant ? Car 2024 a été une année compliquée pour Djokovic. Aucun grand chelem remporté, une domination contestée par des jeunes prodiges comme Carlos Alcaraz ou encore Yannick Sinner. Pour rester au sommet, Novak Djokovic va devoir s'adapter et innover. C'est là que Murray entre en scène. Il va devoir réinventer le jeu de Djokovic, l'aider à surmonter de nouveaux défis et l'accompagner vers un dernier exploit, un 25e grand chelem, un record absolu, hommes et femmes confondus. Merci Mathieu pour cette chronique. Moi, je me pose une question, c'est est-ce que Andy Murray en tant que coach, ça va pouvoir marcher comme en tant que joueur ? Mais c'est tout nouveau, non ? C'est la première fois qu'il est coach. C'est ça, Oui. première fois qu'il est C'est coach. compliqué de se projeter sur ça. Après, j'ai pas de titre comparatif, je sais pas s'il y en a dans le tennis. Mais Après, c'est souvent des anciens joueurs qui deviennent coach, mais là, Andy Murray, il a à peine fini sa carrière il y a quelques mois. Est-ce que ça fait pas un peu trop tôt qu'il revient dans le monde du tennis ? Mais après, Surtout, est-ce qu'il a des diplômes aussi ? Parce qu'il faut forcément des diplômes pour entraîner. Il a aucune base. Ok, lui, il a été joueur, il a vu son coach l'entraîner, mais il a aucune base de. Enfin, il faut avoir un certain. Sinon, si c'est aussi facile, tout le monde peut être coach. Pour un peu nous éclairer, on a la chance d'avoir Léo qui Heureusement, il va bien nous aider. Vous le connaissez maintenant, il gagne tous les quiz et tout. Donc je sais pas pas ce que t'en penses. Qu'est-ce que tu en penses que Murray il devienne l'entraîneur de Djokovic ? Déjà, pour répondre à Dorian, non, il n'y a pas besoin de diplôme à leur niveau. Ils ont le niveau nécessaire, ils peuvent entrer comme ça. Bien. Après, je pense que Murray, je sais pas s'il vient vraiment pour entraîner Djoko, entre guillemets, il vient plutôt pour le remonter mentalement, tout ça. Et moi, je pense que c'est une association qui peut marcher, qui peut relancer Djoko l'année prochaine. Et j'attends de voir. Effectivement, ça me semble un peu tôt, mais on verra. Moi, après, je suis un peu dubitatif quand je vois Murray sur un cours, les émotions qu'il a pu transmettre aux spectateurs. Il a souvent été énervé, c'est pas le joueur le plus respectueux et le plus calme sur un cours de tennis. Donc, pour vouloir remonter Djokovic au niveau moral, tout ça, je sais pas si c'est un bon choix, mais bon, l'avenir nous le dira de toute façon. Après, ça reste quand même le seul à avoir su s'immiscer parmi les trois, parmi Guizzi, donc faut quand même pas oublier ça. La semaine dernière, on a parlé de Nadal, de Federer, Djokovic, mais il faut pas oublier Murray quand même qui a un grand palmarès dans le tennis. Mais bon, en tant que coach, je sais pas du tout ce que ça va donner, on verra bien dès le début de l'année. C'est ça, exactement. En tout cas, merci Mathieu pour cette chronique intéressante. Et on ne quitte pas le monde du tennis puisque c'est l'heure du débat. Le débat du jour porte sur les résultats du tennis français cette saison. Faut-il être satisfait justement des résultats de tous nos joueurs français sur le circuit ATP ? Eh bien, nous sommes allés dans la rue à la rencontre des fans du tennis français et voir leurs avis, et ils sont assez mitigés. C'est mitigé, après il faut voir si Mpetshi, Perricard, Arthur Fils ils vont confirmer la saison prochaine. Même Hugo Humbert, sa performance au Masters 1000 de Paris, ça envoie de l'optimisme pour le tennis français. Cependant, on a le problème de trop être enthousiasmé par un joueur. Alors honnêtement, il y a eu un petit peu de tout, il y a eu des grosses déceptions, mais il y a eu surtout des jeunes très prometteurs qui pourront peut-être prendre justement la relève. On a vu aussi un Monfils qui montre qu'il est toujours sur le circuit, donc voilà, il y a du bon, du moins bon, mais dans la globalité, ça va. Il y a eu quelques bonnes surprises, mais après, assez déçu quand même. Dans la globalité, je pense qu'on peut mieux faire. Donc voilà, un peu pour vous donner le cadre du débat. Le tennis français, c'est 13 joueurs dans le top 100. C'est Arthur Fils, il a remporté 2 ATP 500 à Tokyo et à Hambourg. Humbert, un ATP 250 à Marseille. Et une finale
à Dubaï et une finale au Masters 1000 de Monte-Carlo. Et Péricard, il remporte un ATP 500 à Bâle en Suisse et un ATP 250 à Lyon. Donc, est-ce qu'on peut être satisfait ou pas de la saison de nos Français ? Louison, je te donne la parole. Moi, je trouve qu'on manque d'exigence sur nos Français. Par exemple, Hugo Humbert qui fait une finale de Master 1000, c'est très bien, ok. Mais de là, l'encenser et tout, je trouve que pour un pays comme la France, qui est quand même un pays où on sort énormément de sportifs, que ce soit dans tous les sports, je trouve qu'on manque d'exigence. Et que pour nous, ça devrait être limite normal et qu'on devrait faire beaucoup plus que ça. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mathieu, t'es d'accord avec Louison ? Oui, je suis d'accord. Et après, on voit aussi qu'on a du mal, surtout dans les grands chelems. La meilleure performance chez les hommes, c'est vraiment un 8e de finale. Et pour gagner vraiment un grand chelem, je pense que ça va être très compliqué, surtout avec Sinner et Alcaraz et Zverev qui sont quand même là. Surtout avec aussi le retour de Djokovic. Mais donc, moi, je pense qu'on peut voir quand même qu'il y a des titres qui vont en 2025 être pour les Français, mais plutôt des petits tournois, des 250, voire des ATP 500. Moi, je suis plutôt optimiste quand même quand je vois le nombre de Français qu'il y a, donc 13 comme je vous ai dit. On est la nation la plus représentée devant l'Australie et les USA. Donc pour moi, c'est quand même très encourageant. Puis même au niveau Challenger, donc le second niveau, on a gagné pas mal de Challenger. Bon, même voilà, ça reste des Challengers, mais c'est toujours des tournois gagnés, ça permet d'engrainer de la confiance. Léo, qu'est-ce que tu peux nous éclairer sur ce sujet ? Moi, je pense qu'il faut être satisfait de cette saison-là. On ne peut pas ne pas être satisfait parce que Je suis d'accord. on remporte quand même 6 titres en tout. On a Giovanni Impeci-Péricard qui fait une montée de plus 150 places dans le classement. Hugo Humbert qui, malgré un énorme trou au milieu de saison entre Monte-Carlo et Paris-Bercy, fait une bonne saison. Il sort quand même Alcaraz. On a Arthur Fils aussi qui finit premier du classement ATP 500 et qui empoche à 650 000 $ avec. Donc oui, il faut être satisfait. Mais après, il y a l'aspect gros tournoi où c'est complètement un échec. C'est-à-dire qu'on n'a pas dépassé le 8e de finale d'un grand chelem. Et puis à chaque fois, c'était des petits exploits. C'est-à-dire on a eu Cazot qui fait un petit exploit à l'Open d'Australie en éliminant Rune. Après, on ne savait pas que Rune allait faire une saison aussi médiocre. Et à l'US Open, il n'y en a pas un qui dépasse le 2e tour. Donc il faut avoir des attentes. Cette saison est une saison qui nous donne de l'espoir. Mais maintenant, il faut confirmer en 2025. Puis même, pour rappel, le dernier Français à avoir remporté un grand chelem, c'est quand même Yannick Noah à Roland-Garros. Donc ça commence à faire long, c'est vraiment l'époque de mon père. C'est quoi la date précise ? 1983. Ouais, ça voilà, mon père avait 13 ans. 40 ans. Et ça fait 40 ans. Et ça fait 16 ans qu'on n'a pas eu un Français en finale d'un grand chelem. C'était Joe-Wilfried Tsonga contre Djokovic en 2008. Mais c'est... Donc on est optimiste, mais on attend quand même. Mais déjà, moi, s'il vous plaît, un Masters 1000. Déjà un Masters 1000, Arthur Fils, Hugo Humbert. Bon, on a une finale déjà, faut pas en demander trop d'un coup. Moi, je trouve que, ok, il faut avoir des exigences au tennis parce qu'on en veut dans tous les sports, mais ouais, tout à l'heure, on entendait dans le son qu'on n'est pas une nation sportive. On peut avoir des exigences sur certains sports, mais le tennis, ça fait un moment qu'on n'a rien fait. Donc les exigences, il faut les baisser. Et je trouve que c'est quand même déjà pas mal pour cette saison, elle est vraiment pas mal parce que les exigences, ok. Moi je pense pas qu'il faut baisser les exigences parce que je vais prendre l'exemple de l'Italie. L'Italie, ils avaient déjà des joueurs qui performaient il y a 5 ans. Il y avait du Fonini, du Berrettini, il y avait quelques joueurs comme ça. Ouais. Mais ils performaient pas. Il y avait un niveau d'exigence très élevé et regardez à quoi ça débouche. Il y a Paolini chez les femmes qui fait une saison formidable. Yannick Sinner, j'ai pas besoin de le présenter, c'est le meilleur joueur du monde actuellement et il remporte deux fois d'affilée la Coupe Davis. Donc tu penses qu'en gardant une exigence et ça peut amener des bons joueurs et les amener dans le top 10, dans le top 5. Tous les moyens mis en place par la fédération, tout ça. Au niveau de la formation, au niveau de tous les centres d'entraînement de France, on peut que attendre d'avoir des résultats bien meilleurs que. Bien sûr. Parce que. Tout ce qu'on a. Mais je trouve que c'est quand même encourageant cette saison. Parce que ça faisait un long moment qu'on n'avait rien eu là. Mais le tennis français est un des sports qui est le plus valorisé en France. On met le plus d'argent, le plus de moyens. Je pense qu'on peut mieux faire, même si je suis très satisfait de la saison de nos Français. Mais comme l'a dit Léo, je pense qu'il faut être satisfait, mais. Il y a toujours un mais donc... Il faut confirmer, il faut de la régularité. Quand on voit un Arthur Fils qui cherche une finale à Hambourg, qui se fait éliminer juste après au premier tour, il faut de la régularité, il faut de l'exigence. Puis même surtout Arthur Fils, quand on revoit sa saison qui est vraiment bonne, mais qu'on voit qu'il est très irrégulier aussi. Il fait que perdre face à Matteo Arnaldi qui lui n'arrive pas à enchaîner, tu te demandes comment c'est possible, comment ça se fait. Donc, oui, il faut voir si en 2025 on arrive à confirmer. Mais après, le tennis français, c'est pas que le masculin. Et il faut aussi parler des femmes, des féminins. Et là, c'est très très compliqué. Là. Ouais.
Pour les femmes, c'est encore un. Ouais, mais cas, ça fait partie du tennis français. Faut en parler. Mais là, c'est Squash, surtout c'est Caroline opposition. Garcia qui était, il me semble, dans le top 5 mondial et qui a chuté vraiment. Elle gagne le Masters. Elle gagne oui. le Masters. Et après, elle a totalement Non, chuté. mais il y a que ça. Elle Puis gagne le même- Masters. On pense qu'elle va faire une bonne saison, qu'elle va peut-être aller chercher un grand chelem et plus rien. Plus récemment, quand même, ce qui est très très critique pour la France au niveau féminin, c'est la relégation en deuxième. Billie Jean King en Billie Jean Cup, King Cup Ouais. au niveau B. Et elles ont perdu contre la Colombie. Et Mhm. donc ça les, Ah ouais. ça les relègue Ouais. en deuxième division. Donc c'est quand même très très dur à accepter. Surtout quand on voit le déclin du niveau de nos Françaises. Parce que il fut une période où on avait Caroline Garcia, Ouais. Kristina Mladenovic. Mais c'était pas dingue non plus. Hein. Ouais, mais c'était quand même dans le top 30, top 20. Oui. Et Là, il n'y en maintenant, a plus on aucune en a qui plus est dans le aucune. top 30. Alizé Cornet aussi, on avait. Alizé Ah, Cornet, ouais, qui a pris sa retraite. Mais voilà, quoi, le tennis féminin, par contre, est très très critique. Et je sais pas comment c'est possible qu'on remonte la pente. Mais Et déjà, comment il y a un écart aussi gros entre les hommes Là, et les femmes, alors que du coup, ils sont censés. Enfin, l'État ou même ceux qui gèrent les institutions de tennis sont censés mettre le même argent et les mêmes moyens. Je sais pas comment il y a un aussi gros niveau. faudra voir. Mm. Mais effectivement, il n'y a même pas de jeunes qui pourraient reprendre. Ok, bon, super, j'espère que le débat vous a plu. Et puis bah maintenant on passe à la dernière étape, le quiz. Match point. Et le quiz, cette fois-ci, bon, on va tous participer, Mathéo et moi on participera, et c'est Baptiste en régie qui va nous le faire. Salut Baptiste. Salut à tous, bonsoir. Donc Bonsoir. on va commencer directement avec une première question. Andy Murray, on l'a dit, est le nouveau coach de Novak Djokovic. À eux deux, combien ont-ils gagné de Grand Chelem? Je crois que c'est 27. Exactement. Eh, c'est 27. Bien joué. Parce qu'il y, bravo. il y en a 24 pour Djoko et 3 pour Murray. Exactement. Mathieu. Bravo Mathieu, Eh c'est ben. technique. Moi Est-ce que aussi. quelqu'un est capable de me citer les 3 Grands Chelems de Murray? Bah, il y a Wimbledon, de Wimbledon. 2 Wimbledon et un US. Après Open. Mathéo, si tu t'aides de notre expert tennis, Ouais. c'est Mais pas de- c'est plus exactement facile. ça. de Wimbledon. Exactement c'est ça, donc on va Et donner un un point. US Open, À partir je de crois. maintenant, Ah, Léo il point, va Mathieu, jouer ouais. avec moi. On va donner un point à Donc, tu Mathieu. vas me donner les réponses et on va jouer. Deuxième question, réponse à choix multiples. Donc on aura 3 réponses. Il y en a évidemment une qui est bonne. On parlait de Rafael Nadal qui a pris sa retraite il n'y a pas longtemps. Combien Rafael Nadal a-t-il perdu de finale dans sa vie? Tout tournoi confondu. Tout tournoi C'est quoi les confondu. 3 Ah, pas Les que Grand propositions sont 39, 46 ou 24. Quoi, on C'est répond pas que tous, en là Grand Chelem, c'est Non. Chelem. Ouais, avec On ATP. dit- avec les On ATP, dit avec chaque- les on dit Masters. chacun- Chacun. Ok. 39, 46 ou 24 Vas-y, Exactement. les autres commencent. Vas-y. Moi je dis 39. Moi je dis 24. Moi aussi 24. Mathéo. 4. La réponse, il y en a qu'un seul qui a donné la bonne. Ah, Hey. non. Et c'est Dorian. Ah, ouais, 39 c'est chaud. finales la perdues seule dans la que- carrière la seule de que je peux Rafael avoir. Nadal. On dit souvent 99 titres dans sa carrière, c'est énorme, mais on parle pas souvent des finales. 32. Vous en pensez quoi, vous? 40, à peu près 40 finales perdues. C'est énorme. C'est énorme, ouais. 40 finales perdues, c'est énorme. Je sais pas ce que tu en penses, Léo, mais Ouais. franchement, c'est énorme. C'est énorme, mais après, faut pas oublier qu'il y en a 0 à Roland Garros de perdu. C'est ça. C'est vrai aussi. Puis On même, a- on va pas parler des défaites de nos Français en finale parce que bon, là, c'est. plus C'était 80 le que débat 40. tout à l'heure et c'est Après, beaucoup plus. après, ouais. c'est énorme, mais faut pas oublier qu'en face de lui, Il y sur avait ces des 40, grands joueurs. J'ai Il y j'ai avait- pas le chiffre, mais j'aimerais bien savoir combien de fois il y avait Djokovic et Federer en Après, face il de faut lui. relativiser, il faut voir aussi, comme il a dit Léo, contre qui il a joué et dans quel tournoi il a joué. Parce que si c'est des finales en Grand Chelem, c'est pas les mêmes que des finales en ATP 250. Ouais, exactement. Donc, ouais. Ouais, voilà. Donc du coup, on donne un point à Dorian. Ça fait Merci, un point pour Dorian, un point pour Mathieu. Louison et Mathéo, c'est compliqué. Ah, on va se refaire. Il reste 3 questions, vous inquiétez pas. On part sur un sport un peu moins connu, le squash. Ah, Voilà. facile. En combien de sets Victor Crouin wow. Ouais, j'ai pas des. a-t-il gagné les championnats de France de squash 2024? 4. En 3-7. 4. Et c'est Dorian qui Eh prend oui. le point. Vas-y. C'est dû Dorian gagner qui 3-1, prend le point Non, encore. c'est un. Il a gagné 3-7 à 0. 11-6, Allez, 11-8, Ah, 11-3. il est chaud, il est chaud. C'est pas le présentateur pour rien. En tout cas. D'ailleurs, J'ai révisé, non, j'ai- Victor Crouin, double champion de France en titre de squash. On espère qu'il va se qualifier pour les JO de Los Angeles en 2020. Ah, on Ça espère. devrait le faire. Peut-être Ah. une chance de médaille. Hein. Ça, pas. je On sais espère. pas du tout, ça, c'est pas On espère. international. Bon, Dorian qui s'envole dans le Ah, il est quiz. chaud. Une victoire se rapproche. On a parlé du ping aussi. Voilà, on rebondit un peu dans le quiz sur toutes les thématiques T'as de bien préparé l'émission. ton quiz en tout cas. Merci Hein Baptiste. T'as bien préparé ton quiz, merci. C'est le but, c'est le but. 4e question. Quel fut le score de la demi-finale du double du WTT remporté par les frères Lebrun? 3-7-1 contre Bourrasco d'Or.
C'est 3-0. 3-0. Wow. 3-0. C'est Bourrasque d'or là. Oui, ouais, c'est c'est la paire contre la paire française. Ah non. Ah Il non. donne un demi-point, mais il a pas. Tu récupères un demi-point pour la beauté Donc du je suis geste. en dernier. C'est pas fini, il reste une question, je crois. Il reste qu'une seule question. La question elle sera centrée sur le padel. Ah mon Voilà. domaine ça. C'est ton domaine. Louison, C'est pour Louison. c'est l'occasion de gagner un point. Moi, je demande l'accord du présentateur. Mais est-ce qu'on fait, ça c'est Dorian aussi qui va décider, mais est-ce qu'on fait point bonus, celui qui prend la question et gagne le quiz? Ah ouais. Question d'or. Si vous voulez, oui, vas-y. La question d'or. Vas-y, question d'or. Pour Louison, on fait ça. Après, Dorian rappelle 2 points. Mathieu Ah ouais, c'est moi qui 1, remets un- Mathéo Moi, je mets 2 points, en fait, 0,25. parce que je gagnais. Louison toujours 0. Ouais. Quelle est la paire numéro 1 mondiale du paddle? Le Brown Galan. Non, Coelho Coelho Tapia. Coelho Tapia. C'est Mathéo qui a la c'est bonne Mathieu. réponse, c'est le Brown Galan. Ah, c'est le Brown Galan. Oh là là. Coelho est C'était piège premier un peu. en simple, enfin pas en simple, mais au nombre de points gagnés Oui. sur la saison. C'est Coelho. Mais LeBron et Galan Ouais. sont la paire Et qui a Bravo. plus de points et qui Jamais est oublié première LeBron Galan. mondiale. J'avais Bravo oublié. Mathéo. Bravo, Bravo. Il Mathéo. gagne le quiz du coup. Ah oui, Mathéo. c'est vrai qu'il gagne le quiz. Bravo Mathéo. Bravo. Voilà. Merci Baptiste en tout cas, c'est Très beau quiz. Très bravo. beau Merci, quiz en vrai, Baptiste. t'as Bravo. plus cherché que nous j'ai l'impression. Ouais. Merci à vous tous, à Louison, à Merci Mathieu à vous. et bien évidemment à notre Merci. spécialiste Léo. Merci à toi Mathéo. C'est la fin de cette émission de Service Gagnant. On vous remercie tous d'avoir écouté. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez toujours pas à aller faire un petit tour sur notre compte Instagram Service Gagnant. Si vous voulez nous envoyer un message ou participer à l'émission, c'est là-bas que ça se passe. Nous, on se retrouve pas jeudi prochain parce qu'il n'y aura pas d'émission jeudi prochain. C'est vendredi prochain. De 18h à minuit, c'est la soirée de l'EDJ. Donc on sera en live sur Twitch. Donc nous, on doit passer vers 21h30. J'ai pas l'heure exacte, on vous redira sur Instagram. Mais ça changerait un peu de format, ça serait un peu plus cool. Voilà, un peu. c'est à la du télé, Twitch, donc vous nous verrez en direct et à la télé. Et puis voilà, ça durera 20-25 minutes. C'est ça. On fait ça pour l'école. Et en tout cas, donc on espère que ça vous a plu. Et puis on vous dit passez une bonne soirée, pardon, et à la À semaine prochaine. bientôt.